Bonjour. C'est toujours bien de commencer par accueillir et saluer les personnes qu'on n'a pas encore rencontrées. Donc, nous sommes les deux co-rapporteurs du jour. En temps normal, on va dire que c'est Fabienne Collas, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est la co-rapporteure avec moi de cette étude. Et je remercie Fabien, qui est notre chef de pôle, d'être là avec moi ce matin. Donc, nous avons conduit cette étude à partir de l'octobre 21. Je pense que là, ça va apparaître, parce que nous étions aussi dans un contexte d'après-Covid qui nous avait interpellés sur les états de bien-être, de santé mentale de toute la population. Nous avions plus particulièrement accueilli des témoignages de personnes âgées. On avait tous vu des articles dans les EHPAD qui nous alertaient, qui nous alarmaient. Il y avait aussi, chez les jeunes, beaucoup de problématiques qui apparaissaient, entre autres, par exemple, ces jeunes qui étaient étudiants à l'époque, qui étaient dans des cités, qui ne pouvaient pas rejoindre leur famille, qui parfois ne pouvaient pas profiter non plus de rencontres avec leur père et qui en souffraient beaucoup. Donc cela nous a conduit à proposer ce sujet de travail, puisque, pour faire court, mais la commission, comme les autres commissions, nous sommes tenus de travailler, de conduire des études. Alors, soit le sujet des études nous est proposé par le Conseil régional, soit il peut être en autosaisine, c'est-à-dire que c'est nous qui proposons un sujet à travailler et qui va être ensuite validé par le bureau du Conseil économique. Donc, je suis désolée, mais je crois que je vais avoir besoin d'eau pour ma bonne santé physique. Et donc, ce sujet a été présenté en commission parmi d'autres, et au final, c'est celui qui a été retenu, après un vote de la commission. Donc, comme je disais, un contexte de crise sanitaire, et puis aussi, ce que chacun sait et connaît, une fragilité particulière pour la Bretagne quant à son taux de suicide. Puis aussi, pourquoi la jeunesse? D'abord parce que c'est une compétence du Conseil régional qui est chef de file des politiques jeunesse, entre autres, et puis qui a aussi un volet important de travail sur la santé. Et il n'est pas inutile de souligner que pour la première fois, le Conseil régional a une vice-présidente en charge de la santé, Madame Delphine Alexandre. Donc c'est une attention particulière portée à la santé des Bretons, des Bretonnes, et plus particulièrement des jeunes. Et puis, le Conseil régional est aussi très impliqué dans tout ce qui est la promotion et la prévention, entre autres, de toutes les conduites pour les jeunes, tout ce qui concerne bien sûr les conduites addictives, mais pas seulement. Et donc, c'est tout le sens qu'il donne en apportant des contributions financières à des organismes comme l'IREPS, l'Institut régional d'éducation et de promotion de la santé, ou encore à l'ORSB, qui est un organisme régional pour l'observation de la santé. Donc, comment s'est déroulée cette étude ? Comme beaucoup d'autres. Donc, après le vote qui a choisi cette étude, ce sujet d'étude, il y a eu la rédaction d'un cahier des charges qui prend un petit peu de temps parce que c'est beaucoup discuté sur les tenants, les aboutissants et pourquoi on le fait, et qui est validé ensuite par le bureau du Césaire. Et puis, donc commencent les auditions, dont on discute bien sûr de la pertinence aussi en commission. Et c'est Fabien qui se charge de contacter les uns et les autres. Et vous verrez, il y a une grande diversité de personnes auditionnées, depuis, on va dire, des jeunes collégiens, en passant par des étudiants et des psychiatres, des chercheurs, etc. Donc, aussi beaucoup de recherches documentaires. Ça, c'est toujours Fabien qui travaille, là, il nous le soumet, et puis on étudie à sa suite et on valide en commission. Et quand on valide en commission, c'est après des échanges approfondis que l'on peut avoir. Peut-être n'est-il pas inutile, je vais le redire en présentant l'étude de façon beaucoup plus linéaire après, c'est que ça n'est pas allé de soi que de travailler sur la santé mentale en commission au Césaire. Notre commission s'appelle Commission
Société environnementale, voilà, commission SECVI, parce qu'on dit tellement souvent SECVI que je ne savais plus la déclinaison. Société environnement qualité de vie, et donc nous avons eu à, on va dire, justifier, expliquer. Bon, on va le voir au fur et à mesure où on va après présenter l'étude. Donc l'étude que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une étude qui porte sur la santé mentale des jeunes en Bretagne. Et comme je disais, lorsque nous avons démarré l'étude après un vote des membres de la commission Société, Environnement, Qualité de vie, donc, nous nous sommes déjà demandé s'il était seulement possible de parler de santé mentale et donc de réaliser une étude sur ce sujet. Nous avons pu découvrir que la santé, nous le savions, mais ça s'est affirmé à ce moment-là, la santé mentale est et reste une notion sensible, même si l'expression et son usage semblent progresser dans la société, et ce, surtout depuis la crise Covid et ses conséquences psychiques. Son approche reste toujours délicate, marquée par de nombreux préjugés, de nombreux stéréotypes stigmatisants quand ce ne sont pas des peurs quasiment ancestrales ou tabous collectifs autour de la maladie mentale et de la folie. Merci. Alors, cette étude nous aura donc apporté un premier enseignement, c'est qu'aborder la santé mentale peut provoquer des troubles émotionnels et cognitifs, tant la notion même de santé mentale ne fait pas consensus. Donc, si l'intitulé santé mentale peut faire peur et être entendu comme trouble psychique ou maladie mentale, ce n'est pas du tout l'entrée que nous avons choisie. En effet, il s'agit bien pour nous de promouvoir la santé mentale des jeunes en Bretagne, de travailler sur tout ce qui peut favoriser leur bien-être, et donc nous faisons référence à tout ce qui peut développer l'épanouissement de la personne et la confiance en soi. Il s'agit donc d'inviter à changer notre regard sur la santé mentale, d'en déstigmatiser la perception trop souvent restreinte à la maladie. Or, la santé mentale, et M. Gilbert l'a dit, est une composante de notre santé globale au même titre que la santé physique ou sociale. Pour reprendre la définition de l'OMS, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Chacun de nous ici a une santé mentale. Ainsi, tout au cours de l'étude, nous avons veillé à identifier les facteurs de risque, les obstacles, qui peuvent affecter le bien-être, mais aussi et surtout repérer les facteurs de protection, c'est-à-dire les ressources, qui peuvent concourir à l'épanouissement des jeunes. C'est ainsi que nous avons identifié 4 grands défis. Un défi culturel qui a pour ambition donc de changer le regard sur la santé mentale, un défi scientifique qui vise à mieux connaître et mieux suivre la santé mentale des jeunes, un défi de santé publique où il s'agit de promouvoir la santé mentale en agissant sur l'ensemble des facteurs qui l'influencent, et enfin, un défi, et ce n'est pas le moindre, un défi politique et sociétal pour faire de la santé mentale des jeunes une grande priorité régionale. Moi, je passe pas les diapos. Très bien. Bonjour à tous. Le premier défi, effectivement, qu'on a identifié à l'issue de notre étude, et même dès le démarrage de notre étude, comme le disait Madame Massot, c'est bien un défi culturel, c'est-à-dire la question des représentations et du regard qui est porté, qui est posé sur la notion de santé mentale. Donc le premier défi pour le Césaire, c'est d'arriver par de la pédagogie, par des actions de sensibilisation, d'éducation, à changer, faire évoluer, élargir ce regard sur la santé mentale. En effet, la vision sur cette notion est souvent réductrice, anxiogène et stigmatisante pour les personnes concernées, notamment par des troubles mentaux. Elle est souvent, d'ailleurs, cette notion confondue, vous le savez, avec la notion de maladie mentale ou de troubles mentaux, voire de folie. Et donc, dès qu'on aborde la notion, on a des visions très hétérogènes, en fait, et
des émotions aussi très hétérogènes, parce que c'est une approche qui tout de suite renvoie un effet miroir. On dit que lorsqu'on parle de la santé mentale, le moi n'est jamais loin du nous. On a pu le voir dans notre commission. Et donc, il nous semble important, en fait, d'élargir cette vision sur la santé mentale au sens de l'OMS. Donc les définitions qu'on a pu voir passer tout à l'heure rapidement, je vais juste les rappeler. La santé mentale, c'est un état de bien-être, donc on fait référence à cette notion de bien-être, dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Bon, c'est une définition qui date un petit peu et qui a été complétée dans différents rapports de l'OMS. Et plus récemment, dans son rapport mondial sur la santé mentale, l'OMS disait que jouir de sa santé mentale, c'est être capable de créer des liens, donc il y a une notion vraiment de santé sociale aussi importante, d'agir, d'être autonome et de s'épanouir. Finalement, la santé mentale, c'est le bien-être et l'épanouissement de la personne dans son environnement, dans ses environnements de vie. Donc je vais revenir à... Voilà. Monsieur Gilbert, que je remercie beaucoup de nous avoir invités, m'avait dit que ce serait bien qu'on fasse quelques diapos un peu avec des schémas. Alors, je m'excuse pour tous ceux qui déjà sont du secteur de la santé, connaissent ces définitions, les membres de la commission santé mentale qui doivent travailler là-dessus très régulièrement. Mais nous, ça nous a beaucoup aidé, en fait, ce petit schéma, parce que pour dépasser cette vision très réductrice de la santé mentale, réduite aux troubles mentaux ou à la maladie mentale, eh bien, il y a un psychologue américain qui s'appelle Corey Keyes et qui a proposé une double entrée, en fait, qui permet d'avoir une approche plus nuancée, plus complexe en fait, de la notion. Et le schéma que je vous présente là, c'est une psychologue québécoise, Isabelle Doré, qui l'a repris. Donc, le modèle de gauche, c'est le modèle dominant, en fait, actuellement, où on a une vision, soit on a des troubles mentaux, soit on est en bonne santé mentale. Et donc il n'y aurait qu'un seul axe finalement, un seul continuum, pour reprendre la notion. Or, elle propose, avec le Corey Keyes, le psychologue américain, en fait une approche plus complexe sur deux axes. Et donc vous voyez, comme le suggérait tout à l'heure M. Gilbert, qu'on peut avoir des troubles mentaux, donc à gauche, hein, sur l'axe horizontal. Vous avez à gauche donc personne qui a des troubles mentaux. Cette personne, elle peut avoir une santé mentale faible, hein, c'est l'axe vertical. Donc on se situe dans la partie en bas à gauche. C'est assez intuitif, mais c'est souvent réducteur, parce qu'on peut aussi avoir des troubles mentaux et par un accompagnement, par un traitement des environnements favorables, etc., pouvoir ressentir du bien-être, heureusement, et donc être rétabli. Cette notion de rétablissement qui est si importante pour les associations d'usagers et les associations de personnes concernées. Et ça ne va pas de soi dans l'opinion dominante. Ensuite, on peut ne pas avoir de troubles mentaux au sens médical du terme, mais ressentir du mal-être et de la souffrance psychique. Et donc, on se situe dans la partie en bas à droite, avec un optimal qui serait de ne pas avoir de troubles mentaux, donc en haut à droite, et d'avoir une santé mentale élevée au sens de bien-être, de complet bien-être, qui est un idéal, sachant que ce graphique paraît figé, mais que dans la dynamique en fait, des parcours de vie et des parcours de santé, on peut passer de l'un à l'autre en fait. Et nous, sur les jeunes, c'est quelque chose qu'on a voulu vraiment mettre en avant, c'est qu'on dit qu'il y a les jeunes qui vont bien, les jeunes qui ne vont pas bien. Mais non, en fait, ça peut être les mêmes, à différents stades, différentes étapes de leur développement, de l'adolescence jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte. Et donc cette vision-là, un peu plus nuancée, elle permet effectivement de dépasser cette vision réductrice et qui est très stigmatisante aussi pour les personnes concernées. Donc, le défi culturel, c'est aussi de considérer la santé mentale comme un droit.
ce n'est pas seulement un enjeu de santé, c'est un droit humain fondamental et universel. C'est ce que dit l'OMS, c'est ce que dit l'UNICEF, c'est ce que rappelle aussi la Défenseure des droits, notamment dans ce rapport que vous connaissez peut-être, de 2021, dans lequel elle alertait sur l'urgence d'un plan de santé mentale en Bretagne, en France, pardon, et en Bretagne aussi, pour la santé des enfants, qu'elle définissait comme le droit au bien-être. C'est justement le thème des semaines d'information sur la santé mentale cette année. Ma santé mentale tout au long de la vie, c'est un droit. Donc ça, c'est important. Donc on est dans une notion d'accès au droit, en fait, quand on veut accéder à la santé mentale. C'est aussi, la santé mentale, un objectif de développement durable. Donc ça, c'est important pour toutes les collectivités, tous les acteurs qui s'engagent dans ces démarches de développement durable. C'est le 3e objectif des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, de l'agenda 2030, la bonne santé et le bien-être. Donc tout ça, ce sont des argumentaires aussi qu'on peut reprendre par rapport à des acteurs qui ne connaissent pas ou qui ont une vision assez réductrice de la santé mentale. Et l'autre chose qu'on voulait vous dire, c'est que ce défi culturel, nous, on s'est intéressé aux jeunes. Donc ça s'inscrit vraiment dans ce processus d'adolescence et de jeunesse, qui est un processus de développement de la personne, qui, effectivement, peut connaître des bouleversements identitaires, sociaux, corporels, psychiques. Et c'est aussi un temps à risque pour la santé mentale, puisqu'on sait que la majorité des troubles en fait, mentaux qui durent, qui se développent ou qui s'aggravent à l'âge adulte naissent pendant la jeunesse, en fait, pendant l'adolescence notamment. Donc c'est un temps à risque, donc ça veut dire qu'il faut avoir vraiment une approche particulière aussi des jeunes, parce qu'on a pu nous dire, oui, les jeunes, santé mentale, ça concerne tout le monde. Oui, ça concerne tout le monde, mais il y a cette période quand même à laquelle il faut être très attentif. Et cette santé mentale, c'est un équilibre complexe et instable, ce que ne rendait pas vraiment compte le double schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc juste pour vous présenter, je ne vais pas vous passer la vidéo, ça serait trop long. Il y a l'organisme Psycom, qui est un centre de ressources sur la santé mentale qui dépend de Santé publique France, qui a mis en place de nombreux kits pédagogiques pour aborder cette notion de santé mentale de manière plus complexe et plus nuancée, et qui aide en fait à échanger sur le sujet auprès de publics très, très divers. Et donc ils appellent ça le cosmos mental. Et la petite fusée mentale, c'est la petite fusée. Non pas mentale, la fusée, c'est la santé mentale qui, en fait, évolue entre des planètes obstacles, des planètes ressources, et je reprends pour atteindre la voie lactée de l'équilibre psychique. Voilà. Donc, il faut aussi dédramatiser, et des outils comme ça permettent de dédramatiser l'approche de la santé mentale, parce que c'est générateur de beaucoup de peur. Donc, le Césaire, sur ce défi culturel, préconise de diffuser une culture globale, positive et inclusive de la santé mentale. Donc de soutenir les actions de sensibilisation, d'information, d'éducation et de formation à la santé mentale en y associant les jeunes. Ça, c'est très, très important. On y reviendra tout à l'heure. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de faire passer ces deux messages essentiels de l'OMS. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et la santé mentale est l'affaire de tous. Oui, effectivement, on n'a pas précisé la tranche d'âge de notre étude. On se situe dans le cadre du plan de mobilisation pour les jeunesses de la région Bretagne, qui va de 13 à 29 ans. Donc c'est une tranche d'âge très large, vous voyez, dans les jeunes ados, collégiens, jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, l'insertion, l'entrée dans la vie active, l'autonomisation, avec une approche différenciée qu'il faut avoir, bien sûr, à ces différents âges. Quoi. Deuxième défi. Donc le deuxième défi, si vous vous rappelez, c'est le défi scientifique, et qui, lui, a comme enjeu de mieux connaître et de mieux suivre la santé mentale des jeunes en Bretagne, donc cette tranche d'âge dont on vient de préciser le créneau de 13-29. Donc nous avons pu constater qu'en Bretagne, nous avons des données scientifiques qui concernent la santé mentale des jeunes. Toutefois, on a aussi pu constater et regretter que ces données étaient partielles, elles dataient souvent, peu actualisées, et elles étaient éclatées.
En effet, on a eu une présentation très intéressante par l'ORSB, je crois, hein, mais les données dataient de 2017, donc c'était un petit peu loin par rapport à la période, et il y avait eu entre-temps le Covid. Alors, ça nous a paru d'autant plus étonnant que la Bretagne, on le redit, présente une fragilité particulière quant à son taux de suicide, et qu'on aurait pu imaginer qu'il y avait un suivi plus rapproché de la santé des personnes, et plus particulièrement des jeunes en Bretagne. Mais cela a pour conséquence que la commande publique en ce domaine nous est apparue très inconstante quand elle n'était pas défaillante, et cela rend difficile la réactivité de l'action publique, elle la rend aléatoire aussi, et notamment en cas de crise sanitaire comme celle qu'on a connue en 2020-2021. Alors, par exemple, pour mieux appréhender l'impact de la pandémie Covid-19, nous aurions aimé pouvoir avoir une approche qui soit synthétique et qui soit multiniveau, tant les sources et les méthodologies et les données sont hétérogènes. Alors, malgré tout, le croisement des connaissances que nous avons pu avoir à notre disposition a fait ressortir très nettement la dégradation de la santé mentale des jeunes, notamment chez les jeunes femmes, depuis le début de la crise sanitaire. Et selon les données que l'on peut maintenant consulter au plan national de Santé publique France, cette fragilisation et fragilité psychique des jeunes se prolonge, hélas, aujourd'hui. Donc il s'agit bien d'avoir une meilleure connaissance régionale et un suivi régulier de la santé mentale des jeunes, tel que l'OMS l'a défini, représenterait un véritable défi scientifique à relever urgemment. Et pour cela, je l'ai dit tout à l'heure, la Bretagne dispose de toute l'expertise et des outils nécessaires pour y arriver. Je parlais de l'ORSB, je ne redécline pas à chaque fois, et de l'IREPS. Donc, pour les préconisations, nous proposons d'avoir un tableau de bord annuel de la santé mentale des jeunes en Bretagne, et pour cela, que les organismes qui font de la recherche et de l'innovation, comme le fait déjà donc la région pour l'ORSB et l'IREPS, les accompagnent de façon significative, pérenne, soutenue, et dans les champs de la promotion, de la prévention de cette santé mentale. Et puis, il faut aussi encourager les diagnostics territoriaux et la veille sur la santé mentale des jeunes. Et je sais qu'il y a des suivis qui sont réalisés. Alors, si je connais un peu mieux Rennes Métropole, forcément, je sais qu'il y a des outils qui sont déployés dans ce sens-là pour pouvoir avoir une connaissance plus fine de la santé mentale globalement et puis plus particulièrement des jeunes. Alors, le troisième défi que nous avons identifié, on est au cœur, pour reprendre le fil conducteur de la matinée. On en parle, on agit. Oui, mais on agit sur quoi, en fait? Quels sont les facteurs qui influencent la santé mentale, positivement ou négativement? Eh bien, la santé mentale, selon l'OMS, est influencée par de multiples déterminants comme la santé globale. Alors vous connaissez sans doute déjà bien tous ces facteurs qui s'appliquent à la santé mentale comme à la santé globale. Voilà ce que dit l'OMS. Les déterminants de la santé mentale et des troubles mentaux comprennent non seulement des facteurs individuels, tels que la capacité à maîtriser ses émotions, ses comportements, ses relations avec autrui, ce qu'on appelle aussi les compétences psychosociales, mais aussi des facteurs sociaux, culturels, environnementaux, dont les politiques nationales, la protection sociale, les niveaux de vie, les conditions de travail, le soutien social offert par la communauté, ce terme avec lequel on n'est pas à l'aise en France. On parlera de groupe humain, si on veut être plus neutre. Être exposé à l'adversité dès le plus jeune âge est un facteur de risque de troubles mentaux reconnu et évitable. Donc, c'est un condensé, cette phrase-là, mais sur chacun des facteurs, en fait, il est possible d'agir à différentes échelles. Temps de retard sur... Je vais ma télécommande. Ça y est, oula. Je vais y arriver. Vous avez tous vu le schéma? Vous connaissez tous sûrement ce schéma qui est repris largement par les plans de santé publique à différentes échelles, différents travaux.
c'est un schéma du Québec. On a auditionné une chercheuse du Québec pour notre étude. Effectivement, ils ont une approche différente de la santé, en mettant davantage en avant la dimension de la prévention, de la promotion de la santé, de l'implication des territoires et des personnes. Et donc, je ne vais pas tout détailler. Retenez qu'il y a différentes sphères d'influence en fait, sur la santé. Ça s'applique à la santé mentale, cette affaire-là. Qu'on va des facteurs les plus individuels aux facteurs les plus globaux, en fait, sur les environnements et les contextes de vie. Ce qui est important dans ce schéma-là, c'est ce qui se voit peut-être le moins, c'est les pointillés. C'est-à-dire que tout ça est bien sûr en interaction, en fait. Ce ne sont pas des sphères qui sont séparées. Et également, ce qui ne se voit pas très bien sur la droite, c'est-à-dire que tous ces facteurs de santé, ça évolue dans le temps et dans l'espace. Donc les approches territoriales aussi sont très importantes sur ces enjeux de santé, comme vous le savez. C'est à peu près le même schéma, mais qui est représenté par l'UNICEF, cette fois sur les facteurs de bien-être des enfants. Alors pour l'UNICEF, les enfants, ça va jusqu'à 18 ans, donc ça inclut les ados, les grands ados, l'entrée un peu dans le monde adulte. Donc vous avez aussi des facteurs, alors ils appellent ça le monde de l'enfance, c'est le monde très proche, la famille, les amis, les parents, le monde autour de l'enfant, donc là on est plus dans l'école, le périscolaire, le quartier, le territoire de vie, et puis le monde, le monde en général. Le monde en général, là c'est tous les contextes économiques, sociaux, tous les géopolitiques également, on y reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc tous ces schémas, ils sont dans le rapport, donc je ne vais pas les détailler. Et puis ici, je ne vais pas le détailler non plus, mais c'est important de faire la différence entre promotion de la santé mentale, qui est une notion, déjà promotion de la santé, c'est pas très connu, mais promotion de la santé mentale, alors là, voilà, il faut quand même creuser un petit peu pour essayer de donner des définitions. Donc, ce qui est important, ça c'est aussi Isabelle Doré, la psychologue québécoise, qui a fait ce schéma-là. Dans la promotion de la santé, on va chercher à agir vraiment sur l'ensemble des déterminants, des facteurs de santé, dans une approche plutôt positive et globale en fait, de la santé mentale. Dans la prévention, elle met définition négative. Négative parce qu'on va davantage focaliser sur les risques de troubles, sur des maladies, des risques, du mal-être à éviter. Donc on va plutôt chercher à réduire en fait, les incidences sur des populations cibles et d'agir donc sur les facteurs de risque. Et en promotion de la santé, on va accorder une attention égale aux facteurs de protection, aux ressources aussi internes et externes des personnes, des jeunes, pour avoir une meilleure santé mentale. Je passe rapidement, vous retrouverez ça aussi dans le rapport. Et donc, on va vous détailler en fait ces différents facteurs. Je vais juste reprendre une petite citation qu'on a trouvée dans un rapport de l'UNICEF qui a été fait en 2021, donc au cœur de la crise sanitaire. Et sa directrice, dans ce rapport de 2021, dit « Si la pandémie nous a enseigné une chose, c'est que notre santé mentale est conditionnée par le monde qui nous entoure. Si ces liens n'étaient pas clairs avant la pandémie, nul ne peut les ignorer aujourd'hui. » Voilà. Ça, c'est une autre définition de la promotion de la santé mentale. Voilà. On passe aux préconisations. Oui. Donc, dans les préconisations que nous avons identifiées, d'abord d'une manière générale, donc Fabien l'a expliqué sur le fait d'agir autant sur les facteurs de risque que de protection de la santé mentale des jeunes, garantir la solidité du chaînage promotion, prévention, protection, soins, rétablissement, et lutter sans relâche contre toutes les formes d'inégalité sociale, environnementale, territoriale, à partir d'actions universelles et proportionnées. Pour les jeunes en situation de vulnérabilité, il s'agit de développer le aller vers, veiller pour cela à renforcer les moyens humains, financiers des acteurs de terrain. S'il s'agit d'agir sur les facteurs individuels, alors comment? En renforçant les compétences psychosociales reconnues scientifiquement comme levier probant de santé mentale, et ce, dès le plus jeune âge, dans tous les milieux de vie,
Soutenir aussi plus fortement l'ensemble des acteurs de terrain, on y revient parce que c'est très important, qui agissent au quotidien pour l'information, l'accueil, l'écoute, l'accompagnement, l'orientation, la prise en charge des jeunes et de leurs proches. On pense par exemple aux conseillers des missions locales, on pense aux PAEJ, etc., qui parviennent à maintenir, à tisser des liens de confiance, à semer des graines d'avenir et de possibles. Les professionnels de santé font partie de ce réseau d'acteurs qui contribuent à consolider l'animation et la coordination des réseaux pluridisciplinaires de prévention et de promotion de la santé mentale des jeunes, en incluant les programmes locaux de santé communautaire. Alors, il s'agit aussi d'encourager l'activité physique régulière, les pratiques sportives et l'alimentation favorable à la santé mentale des jeunes. Et ils nous avaient proposé, ces jeunes qu'on avait auditionnés, d'expérimenter en Bretagne un événement de type « bouger et bien manger, c'est bon pour le moral ». Et il ne s'agit surtout pas, je vais reprendre une précaution que l'on m'a soufflée pas plus tard qu'hier, et il ne s'agit pas pour nous d'ériger un arbre qui cacherait la forêt, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, agir aussi sur les facteurs sociétaux, prendre en compte les facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels qui influencent le bien-être des jeunes et de leurs familles. Or, en France, la tendance à la familialisation croissante des politiques, c'est-à-dire se reposer sur les familles pour pouvoir apporter des réponses aux difficultés des jeunes, renforce l'importance des solidarités familiales dans les ressources des jeunes et, conséquemment, creuse les inégalités sociales de santé. Il s'agit aussi de garantir aux jeunes des environnements sociaux, scolaires, professionnels, qui soient respectueux, soutenants, capacitants et qui cultivent l'estime de soi, la confiance en soi et en celle des autres. Il s'agit aussi d'intégrer l'égalité filles-garçons, femmes-hommes dès le plus jeune âge dans toutes les actions de promotion de la santé mentale des jeunes en Bretagne. Là aussi, il y a la notion de considérer l'autre et de le respecter dans sa différence ou dans ses différences. Développer la promotion de la santé mentale et la prévention par les arts et la culture. Soutenir les artistes qui choisissent de s'engager dans ces actions avec les jeunes. Voir par exemple le projet de tiers-lieu Résonance à Rennes, un care-lieu afin de danser pour la santé mentale avec ouverture au grand public et faire avancer ainsi la déstigmatisation. Je vais accélérer un petit peu. Les autres facteurs qu'on a identifiés sont les facteurs environnementaux. Donc très rapidement, tout ce qui est relation à la nature en fait, est un facteur de bien-être. Et c'est un enjeu particulièrement important pour les jeunes. On reparlera d'éco-anxiété tout à l'heure. Mais c'est très important, cette relation à la nature. On a pu voir que pendant la crise Covid, les confinements, il y avait de fortes inégalités d'accès à la nature et que cela peut être une source de mal-être important. Donc tout ce qui est action sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme favorable à la santé et l'habitat contribue au bien-être des jeunes et de l'ensemble de la population. Donc, il nous paraît important de faire connaître les travaux scientifiques qui mettent en avant ce lien entre nature, bien-être et santé mentale, de soutenir la recherche, et aussi de mieux prendre en compte l'impact psychique des changements globaux, des transitions et des crises multiples qui se succèdent, cet impact chez les jeunes, et de soutenir les approches innovantes dans ce champ. Donc, agir pour réduire l'éco-anxiété, l'anxiété géopolitique des jeunes. En ce moment, l'actualité est très riche, malheureusement, dans ce champ-là. Et favoriser l'éco-bien-être des jeunes. Il faut aussi parler d'éco-bien-être, pas seulement d'éco-anxiété, dans tout leur milieu de vie. Des psychiatres nous ont dit que pour lutter contre l'éco-anxiété, l'engagement collectif était une bonne thérapie. Et donc, il faut inciter, encourager les jeunes à s'engager. S'engager, c'est bon pour la santé, nous ont dit les psychiatres qu'on a auditionnés. Au niveau des pratiques numériques, il faut également rester très vigilant. Ce sont des nouvelles opportunités de développement, de création, de liens sociaux, mais qui comportent aussi de nombreux risques pour la santé mentale, tels que le cyberharcèlement, par exemple. Donc, le quatrième et dernier défi, c'est le défi politique et sociétal, où nous ambitionnons de faire de la santé mentale des jeunes une grande politique régionale.
Donc ce dernier défi est identifié comme majeur, car il a pour ambition de faire de la santé mentale donc une grande priorité régionale, tant pour l'action publique que pour l'ensemble de la société, en y associant des jeunes. Et rappelons-nous, le bien-être des jeunes est un droit humain fondamental et universel. Il n'y a pas de politique, de notre point de vue, qui ne puisse être pensée, construite, élaborée, sans que l'on se demande en quoi cette politique favorisera-t-elle le bien-être et la bonne santé mentale des jeunes. Alors certes, le Conseil régional, chef de file des politiques jeunesse, compétent pour contribuer à la promotion de la santé en région, est tout particulièrement concerné, mais il peut aussi jouer un rôle d'entraînement, d'exemplarité pour embarquer dans son sillage les autres collectivités et plus globalement tous les acteurs et citoyens en Bretagne. Alors, s'il faut tout un village pour éduquer un enfant, nous disons il faut toute une région pour favoriser le bien-être des jeunes en Bretagne. Le renforcement de l'interconnaissance et la mise en lien, en réseau des acteurs de la santé mentale, de l'éducation, de l'action sociale, de l'insertion, de l'environnement, pourrait constituer un premier levier de cette mobilisation collective régionale en faveur du bien-être des jeunes, de tous les jeunes. Et ainsi, les dépenses qui sont ou seront engagées pour la promotion de la santé mentale des jeunes en Bretagne, tout comme pour la prévention, ou le soin, ou le rétablissement, ne seraient plus à considérer sous le seul angle comptable de l'ONDAM, Objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire comme une charge financière pour la société, mais aussi et d'abord, comme nous l'avons vu, comme un objectif de développement durable et en ce sens comme un investissement dans le capital humain et social de la Bretagne. La santé mentale des jeunes est un investissement pour l'avenir de la Bretagne. Les préconisations: intégrer le bien-être, la prévention et la promotion de la santé mentale des jeunes dans toutes les politiques publiques en Bretagne. Le Conseil régional donc pourrait jouer ce rôle d'exemplarité et d'entraînement avec ses partenaires. Il s'agit aussi de mobiliser toute la société pour faire de la santé mentale des jeunes une grande priorité régionale pour la prochaine décennie. Inscrire cette priorité transversale dans le PRS, projet régional de santé 2023-2027, ses déclinaisons territoriales avec les acteurs de la démocratie en santé. Mais il s'agit aussi d'augmenter massivement et de sécuriser durablement les moyens financiers, humains des acteurs-actrices de terrain qui, professionnellement ou bénévolement, s'investissent quotidiennement pour la promotion, la prévention, le soin, le rétablissement de la santé mentale des jeunes en Bretagne, et donc de travailler à l'émergence, à la reconnaissance de la légitimité de la valeur des paroles des jeunes, les reconnaître comme acteurs et actrices possibles de leur santé mentale en les associant systématiquement aux projets et actions qui y contribuent dans les territoires. En conclusion, le Césaire appelle, encourage la mobilisation de toutes et tous pour relever ces 4 défis culturels, scientifiques, de santé publique et sociétale. Chacun, dans l'étude que nous vous proposons de consulter avec intérêt, peut trouver son entrée pour apporter sa contribution, faire en sorte que devienne réalité le « il faut toute une région pour favoriser le bien-être des jeunes en Bretagne » avec elle et avec eux. Merci. J'espère qu'on n'a pas été trop indigeste. Oui, merci de les applaudir effectivement parce qu'ils ont été très synthétiques sur beaucoup de mois de travaux, d'auditions et autres, et un énorme rapport. Il fait combien, 300 pages? Ouais, c'est ça. Donc, quand Mireille Massot vous dit allez le lire, prenez des portes d'entrée. À moins que vous ayez du temps le soir. Une synthèse au début de l'étude qui permet justement d'avoir une lecture un peu plus approfondie et qui vous incitera peut-être à aller fouiller dans l'étude ce qui vous intéresse. C'est ça. Donc, on a un petit quart d'heure, on n'a pas voulu faire une journée totale de conférence, parce qu'on sait bien que ça ne marche pas très bien quand on prend toute une journée sur votre temps. Donc là, on n'a pas trop de temps, mais on se donne du temps. Donc, on a un petit quart d'heure, 20 minutes. Les intervenants successifs, ceux qui succéderont, prendront un peu moins pour le leur, s'il faut. Donc, c'est vraiment open pour les questions. Donc, est-ce que ces rapports, donc, de la chambre de réflexion du Conseil régional, on est d'accord, vous interpelle. Donc je crois qu'il y a une question à gauche là-bas. Bonjour, j'ai juste une petite question.
Est-ce que vous pensez que la croyance peut jouer un rôle dans la santé mentale? Est-ce que croire en un Dieu, pratiquer une religion, peut aider à bien se sentir? Je vous passe le bébé. Oui, alors on n'a pas mis en avant cette notion-là. Là, on est dans les facteurs culturels ou spirituels, hein, peut-être qu'il faudrait rajouter une catégorie de facteurs. Je pense que la religion, il y a le meilleur comme le pire, parfois, selon l'instrumentalisation qu'on peut faire aussi de certaines croyances. Donc, est-ce que la religion est un facteur protecteur? On n'a pas approfondi cette question-là, mais la question, oui, effectivement, peut-être qu'il faudrait ajouter des facteurs spirituels dans ce qu'on a présenté. Merci pour cette question, puisqu'effectivement, ça permet de... J'avais une question sur la droite après, Magali. Je voulais juste me joindre à cette question et une réflexion de mon côté. Je voulais juste dire que quand même que la base de l'éducation dans le milieu rural, moi c'est ce que j'ai connu, était une des bases de l'éducation, c'est l'éducation catholique qui était réalisée, quoi. Je parle de ça dans les années 70, 80 et d'autres années, quoi. C'est ce que j'ai vécu autrement. De propre expérience. Merci. Ça nécessite une réponse ou pas? Merci. Non, juste peut-être dire qu'en effet, il y a eu des organisations qui étaient construites à partir, je pense à la Joc, enfin voilà, qui ont permis à des jeunes de s'engager. Et moi, je me dis que s'il n'y a pas de prosélytisme, pourquoi pas? C'est une forme d'engagement comme une autre. Une chose est sûre, c'est que dans la définition de la promotion de la santé, la participation, le pouvoir d'agir, ce sont des notions très importantes et l'éducation populaire est beaucoup là-dessus. Donc, si on fait une petite incise, le Césaire a fait un travail sur la désaffection de la population en général dans les associations, à fut un temps, et qu'il fallait effectivement relancer cette dynamique associative, puisque les jeunes n'étaient plus faits mentalement pour être longtemps dans une association, mais faire des petites actions ponctuelles pendant quelques mois ou années et voilà, évoluer dans leur système. Donc on voit bien qu'il y a eu l'éducation populaire après la guerre, mais il y a bien d'autres systèmes maintenant avec la culture et le sport. J'ai une question près de moi. Oui, merci de votre rapport qui est tout à fait intéressant, tout au moins le résumé, si j'ai bien compris. Juste une question, c'est que l'adolescence, qu'on prolonge par l'adolescence, c'est-à-dire l'ensemble finalement qui nous appartient chacun d'entre nous de notre propre adolescence, l'adolescence est vécue comme une turbulence avec de l'agir et parfois des difficultés à faire la part de ce qui est du pathologique et de ce qui est du processus d'adolescence tel qu'on peut le constater. Mais ma question est peut-être sur la représentation que la collectivité a de la jeunesse et des inquiétudes qu'elle peut avoir par rapport à cette jeunesse. Question vaste, messieurs, dames. Que dire? Je ne sais pas, on véhicule tous certainement un certain nombre de représentations. Ça a été souvent évoqué dans la commission, entre autres, cette difficulté à faire la part des choses entre ce qui est du processus d'adolescence, où justement, comme vous dites, il y a des turbulences, moi je parle de chambardement des fois, et justement c'est peut-être là aussi la difficulté à repérer une fragilité particulière qui peut pointer à ce moment-là aussi et qui peut retarder éventuellement un diagnostic qui pourrait être bienvenu si... voilà, je ne vais pas étendre. Moi, je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais ce qu'on a pu voir aussi, c'est que, ou entendre, parce que vous parlez de représentation, c'est qu'on entend souvent que les jeunes ne veulent plus, ne s'engagent plus, ou ne se sentent plus concernés. Or, nous, on a pu constater dans les auditions qu'on a faites que ce n'est pas le cas. Mais ils s'engagent tout à fait différemment. C'est-à-dire, c'est pas forcément, nous, on a peut-être, de ma génération, les syndicats, les associations, etc., ou les organisations politiques. Or, c'est pas ça. C'est-à-dire que ce sont, j'ai l'impression, le sentiment qu'on a eu, c'est qu'il fallait un objectif concret à atteindre. Il fallait une cause.
Il fallait que ça parle pour pouvoir s'engager, qu'on se sente vraiment utile tout de suite. Je pense que c'est un peu ce qui peut ressortir du travail d'audition qu'on a fait. C'est vrai que par rapport à ce regard des adultes sur les jeunes en général en France, qui est particulier, hein, parce qu'il y a des sociologues qui ont fait des comparaisons internationales. On a auditionné Patricia Loncle, que peut-être certains connaissent, sociologue à l'EHESP, qui a beaucoup travaillé sur les politiques de jeunesse. Et il y a vraiment un regard parfois négatif, ou pour reprendre des expressions québécoises, incapacitantes. Eux, ils disent qu'il faut des environnements capacitants. Et donc ce regard peut être un peu surplombant, condescendant, disqualifiant a priori. Et donc c'est pour ça qu'on insiste tant dans notre étude sur la notion d'estime de soi, de compétences psychosociales, d'écoute, de reconnaissance de la légitimité de la parole des jeunes et de leur association aux politiques de santé mentale, y compris dans les instances de démocratie en santé. Et on a même un peu transcendé la tranche d'âge, parce que quand on a parlé de la construction de l'estime de soi, on a parlé dès le plus jeune âge, en fait, que ça se passe. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'avais juste une réflexion personnelle. Moi, je suis Madame Cousin-Ophélie, je suis médiatrice chargée du cadre de vie chez un bailleur social qui est Archipel Habitat. Donc je rencontre beaucoup de jeunes, des parents aussi, habitantes et habitants. Et moi j'ai une réflexion sur les mots, en fait, l'importance des mots qu'on emploie, notamment sur maîtriser ses émotions, ses pensées, ce que vous avez mis en avant tout à l'heure. Je pense que lorsque ça résonne pour les jeunes, le mot maîtriser est très puissant, très dur à entendre. Selon moi, on pourrait le transformer, c'est une invitation en tout cas, sur le mot cohabiter. Comment on cohabite avec ses émotions, avec ses pensées. Parce que le fait de maîtriser, pour moi, ça me fait écho à cocotte minute. Vous voyez, on va maîtriser, donc on masque un peu les émotions. Et notamment sur la réflexion sur le bien-être, je pense que beaucoup de jeunes ont une vision erronée du bien-être. Le bien-être n'est pas nécessairement confortable, en fait. Il faut savoir aussi se dire que c'est OK de vivre avec des moments où on a des coups de mou et que ça fait partie du bien-être, en fait. Et qu'être à 100% tous les jours, voilà, c'est pas nécessairement confortable. Donc je pense que c'est important de le mettre en avant, ça, et peut-être jouer là-dessus, en fait, sur la notion du bien-être, parce qu'on prend le problème des fois toujours dans la même vision. Il faut prendre les choses à l'envers. Et, Marshall Rosenberg était une personne qui parlait aussi sur le fait d'être adulte et comment, en tant qu'adulte, on fait sens et envie aux jeunes aujourd'hui dans notre société. Voilà, c'était juste une réflexion personnelle. Merci. Merci de la contribution, c'est très, très intéressant. Mais sur la notion de maîtrise, en effet, oui, surtout je partage, mais à réfléchir. Oui, bonjour. Ma question, mon interrogation va rejoindre ce que vous venez de dire. Je pense notamment au psychiatre Christophe André. Et je voulais savoir si, lors de votre étude, vous avez pu peut-être évaluer s'il y avait ou non de la méditation qu'on pourrait dire laïque, celle qu'il propose à ses patients, mais qu'on voit de plus en plus se développer en milieu scolaire, souvent même chez les tout-petits, où il y a des méditations comme méditation de la grenouille, enfin des choses qui contribuent vraiment à faire en sorte d'écouter ses émotions, d'écouter donc toutes les choses qui peuvent contribuer à leur bien-être, à notre bien-être, parce qu'on peut tout à fait aussi évidemment travailler dessus. Donc voilà, je voulais savoir si vous avez rencontré, ou si cette dimension de méditation, on peut la nommer vraiment regard sur soi, sur ce qui se passe au sein de votre étude. Merci. Je ne regarde pas bien, mais je ne crois pas que la méditation telle que vous la présentez, selon Christophe André par exemple, ait été abordée. Par contre, quand on a auditionné des jeunes du conseil régional, quand on a dépouillé l'enquête qui a été faite auprès des collégiens, quand on a auditionné les étudiants, on a eu des expressions sur justement ces temps où il faut se pencher sur soi.
Et entre autres, des étudiants, Fabien complétera peut-être, sûrement même, c'est que tous n'ont pas vécu, par exemple, la période de confinement, je dis bien le confinement, de la même façon. Pour certains, c'était plutôt confortable de se retrouver sur soi, de ne pas être obligé de fréquenter d'autres personnes, etc. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité aussi de prendre en compte les individualités pour que le bien-être soit à la mesure ou à l'image de chacun de nous, avec l'histoire qu'on s'est construite ou qu'on nous a un peu aidé à construire depuis notre plus jeune âge, voire même avant qu'on arrive. Mais c'est vrai qu'avec la méditation de pleine conscience à laquelle vous faites référence, voilà, aujourd'hui il y a des approches scientifiques très, très sérieuses, médicales. C'est utilisé en prévention, c'est utilisé en thérapie, donc c'est vraiment pris au sérieux. On est aussi à la frontière là, du spirituel, hein. Parce que la méditation, c'est une notion aussi qui peut être religieuse. Mais là, selon Christophe André, c'est une approche laïque et scientifique et médicale de la méditation. Nous, on n'a effectivement pas employé cette notion-là. On parle de compétences psychosociales dans lesquelles on pourrait intégrer dans les compétences cognitives, émotionnelles et sociales des méthodes de méditation de pleine conscience, par exemple. Oui. Merci. Bien, vu le temps qui avance, je suis un peu le maître de l'horloge. Si vous voulez bien, ça sera l'avant-dernière ou la dernière question, si une personne veut encore prendre la parole après. Bonjour, Zachar Hamdani du tiers-lieu Le Parallèle. On s'était rencontrés lors de la publication de votre travail. Alors nous, on ne fait pas de méditation, puisque comme le disait justement ma collègue Lise, nous on travaille avec des personnes qui sont en situation de souffrance psychique. Et souvent, justement, les ateliers un peu de méditation, ce genre d'exercice un peu de pleine conscience, etc., ça peut en fait aussi réveiller des traumas. Et ça peut exposer des personnes à elles-mêmes et un peu les laisser livrer à elles-mêmes. Et ça, je te laisserai rebondir si tu veux. Nous, on ne fait pas ça. Par contre, on fait ce qu'on appelle des ateliers du non-faire. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre accueil des jeunes, mais ça peut se propager auprès de tout le monde, en fait, les ateliers du non-faire, c'est juste un accueil où on laisse les personnes faire ce qu'elles ont envie de faire. Dans notre accueil de jour, dans notre tiers-lieu, dans notre lieu culturel, on leur permet ça. Ce qui fait qu'en fait, on travaille un peu sur le respect de la temporalité des personnes. Et ça, en fait, chez les étudiants, chez les jeunes, mais chez n'importe qui, le respect de notre temporalité, c'est quelque chose de super important, en fait. De choisir à quel moment on veut s'engager dans une démarche associative, dans une démarche de projet, dans une démarche de formation universitaire, dans un travail. Aujourd'hui, voilà, quand on quitte chez ses parents, quand on quitte chez soi, on n'est pas forcément prêt à travailler, on n'est pas forcément prêt à faire quelque chose. Et ce qui est important, c'est d'accepter en fait cette temporalité qui peut être plus ou moins longue. Et du coup, qui en tant que, aussi peut-être qu'en tant que travailleurs sociaux, en tant qu'accompagnateurs de personnes, en tant que proches, ça peut nous paraître inquiétant des fois de voir des périodes comme ça longues. Mais c'est important de les respecter, parce que c'est en les respectant justement qu'on déjà renforce aussi les compétences psychosociales et qu'on fait en sorte que la personne soit prête au moment d'entrer dans une démarche, et que du coup, quand elle y entre, on limite aussi les possibilités d'échec, etc. Merci. C'est vrai que dans les facteurs sociaux, on ne l'a pas indiqué, mais ce serait intéressant de rajouter le facteur temporel. Le rapport au temps, c'est quelque chose d'important pour le bien-être. Merci. Bien, écoutez, merci pour toutes vos questions. Je n'ai pas vu de main se lever, donc on peut les réapplaudir. Merci. Et aussi vous applaudir parce que vous posez des excellentes questions qui font avancer le débat, puisque vous voyez que le Césaire, qui a beaucoup travaillé, est en train en plus de reprendre certaines de vos remarques et de vos idées. Alors le Conseil territorial de santé que j'anime a travaillé effectivement aussi sur la jeunesse récemment, puisque nous avons audité une infirmière scolaire d'un lycée de 1000 élèves, plus 200 dans le supérieur, qui nous a fait un portrait assez inquiétant de la situation des jeunes de son lycée, donc on peut sans doute extrapoler. Et c'est vrai que le rapport du Césaire, alors
le Césaire donne des préconisations à la région. Donc, c'est vrai que la région, si elle veut bien mettre un peu d'argent et accompagner les moyens humains, parce que c'est pas à vous que je dis ça, mais c'est vrai que là, actuellement, on a travaillé pendant 1 an sur le programme régional de santé, qui est donc la vision à 5 ans de tous les intervenants généraux politiques et vous, les acteurs de terrain, sur l'amélioration de la santé des Bretons, quel que soit leur âge. Et c'est vrai que la région a voté contre. Donc, il faut que vous le sachiez. Donc, c'est important. J'ai le droit aussi à mes coups de gueule en tant que président. On a travaillé sur quelque chose qui tient la route, mais apparemment, la région ne l'a pas considéré comme ça, mais plein d'autres. Il n'y avait pas que la région qui a voté contre. Voilà. Donc, maintenant, je vais appeler à la tribune le directeur départemental de l'ARS Bretagne, qui va nous faire part de On agit, on en parle. Il va être, je pense, entre les deux, je suppose. Donc je lui laisse la parole.